Bien le bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que d'hier à aujourd'hui, tout se passe bien comme vous l'espérez, comme vous le souhaitez, comme vous l'aurez programmé. On est mardi et vous le savez, on se retrouve pour notre deuxième et dernier numéro de la semaine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui est typique du mois d'octobre. Vous le savez, chaque année, il y a cette campagne annuelle de sensibilisation sur le cancer du sein. On en parle en deuxième partie d'émission. Mais dans un premier temps, nous avons reçu pour vous un grand homme de musique et de culture qui était à Ouagadougou pour les REMA. Il est donc reparti chez lui. Mais avant, nous avons réussi à arracher quelques mots de lui en entretien. Ça se passe avec Alain Bédjet. On regarde et on continue après. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous un grand homme de culture et de musique. J'ai une petite difficulté quand même à situer sa nationalité, tellement j'ai juste envie de dire que c'est un Africain, un Afro-descendant. Mais quand même, on est obligé de reconnaître qu'il est originaire du Cameroun. On a l'immense plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Alain Bédjet. C'est comme ça? C'est ça, c'est bien ça. Super. Bonjour Stéphanie. Bonjour, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Merci de m'accueillir ici sous ce magnifique soleil de Ouaga. Absolument, magnifique aujourd'hui. Ah ouais, j'ai bien de la chance. Ah, il est magnifique, c'est sûr. Ouais. Bienvenue. Comment ça se passe le séjour à Ouaga? Très bien, j'ai été vraiment bien accueilli par l'équipe d'Alif Neba, l'équipe du REMA, l'ensemble de l'équipe de REMA à qui je dois bien le reconnaître, a fait un formidable travail pendant ces 4 jours. Donc je suis venu intervenir dans le cadre du REMA sur des questions de digitalisation de la musique, de l'industrie musicale. Vaste sujet parce qu'aujourd'hui, avec ces périodes de confinement, de périodes de Covid que l'on est en train de vivre, on se rend bien compte qu'Internet s'impose vraiment à nous. Et puis, on a tous un téléphone portable, un smartphone, voire 2 smartphones, et on écoute beaucoup de la musique sur les smartphones. Donc, on a voulu voir pendant ces 3 jours, ces 4 jours, finalement, comment ça se passe, comment est-ce que les artistes, finalement, utilisent ces outils pour créer, produire et générer des revenus, parce que, surtout dans des temps comme ça, comment est-ce qu'ils vivent de leur travail, en fait. Et on a parlé de tout ça. D'accord, j'espère que vous avez trouvé une solution. Écoute, on a abordé les pistes, on a partagé, chacun de nous a partagé son expérience. On était plusieurs intervenants, certains venaient du Kenya, du Sénégal, comme Lydia Awadi, du Togo, comme Maréchal Zongo et d'autres. Moi, je viens de France, et puis d'autres confrères aussi, Michel Beltan aussi, qui est experte, qui venait de France aussi. Donc, chacun a partagé son expérience, et à nous tous, on a essayé de montrer un peu comment nous faisons, chacun de nos côtés, pour que ça puisse inspirer la jeunesse, pour que ça puisse inspirer tous les professionnels qui sont venus autour, pas très nombreux, je dois bien le dire, hein, je le redis encore, je pense que les musiciens devraient davantage aller au REMA, parce que c'est vraiment une plateforme pour eux. Ce sont les rencontres musicales africaines, et c'est vraiment une formidable opportunité de se rencontrer. Parce que moi, je suis venu là, j'ai rencontré mes confrères du Congo, d'ici, de Ouaga, et on a échangé beaucoup de cartes de visite. Et puis, je sais qu'on va avoir des collaborations. J'ai déjà identifié quelques artistes que je vais programmer l'année prochaine, et j'espère inviter d'autres programmateurs aussi que j'ai rencontrés dans le cadre de ces rencontres, aussi à mes événements. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Et c'est sûr que ce type de rencontre-là, forcément, ça crée du lien et ça permet de se vendre facilement à l'extérieur. Exactement. Justement, tu as parlé de partage d'expérience. Ton expérience, quand même, elle est, on va dire, très immense, riche. Elle commence quand? Ton histoire avec la musique. Elle commence quand? L'histoire avec la musique, ça commence tôt, gamin, j'ai envie de dire, parce que moi, depuis tout bébé, j'ai mes premiers souvenirs avec la musique. J'étais assis au village, et ça jouait, ça chantait, ça dansait. Et je pense que la musique, nos rythmes m'ont accompagné. Moi, j'ai très vite, mes parents m'ont envoyé très tôt en Europe faire mes études. Et puis la musique est restée. Je suis reparti. Quand je suis arrivé en France, j'avais les Dédi et Yango, Prince, j'avais les Bendeka dans ma tête, j'avais toutes ces musiques, le Makossa du pays qui nous a accompagnés, le Bikutsi, la Siko, parce que je suis d'origine Bassa, et notre musique c'est la Siko. Et tous ces rythmes, voilà, m'ont toujours bercé, baigné. Et puis quand je suis arrivé en France, le fait de ne plus être chez soi, finalement, ces musiques sont devenues très importantes, en fait. Et donc, quelque part, quand on se retrouvait en famille, on écoutait, on partageait encore plus. C'était une occasion finalement, d'entretenir un peu cette flamme, cette culture qui était la nôtre. Et quand on grandit dans les années 80, le hip-hop arrive. Et c'est fantastique parce que pour le coup, on commence à avoir des Noirs comme nous qui nous ressemblent. Enfin, sur le continent, ça paraît toujours un peu étrange, mais quand on est en Europe, voir des frères qui ont la même couleur que soi et qui montrent d'autres choses, des formes, des nouvelles esthétiques, une musique, des pas de danse et complètement nouvelle. Et je suis plongé dedans comme beaucoup. Commencé à tourner sur la tête. Et puis plus tard, étudiant, commencé à organiser des concerts, des soirées. Et puis voilà, je pense que la musique
Bah, en fait, elle est très vite devenue le fil conducteur, je dirais la colonne vertébrale de ma vie et de mon travail. Et justement de ce travail d'organisateur d'événements, je commençais à travailler avec des artistes. Et d'artiste en artiste, du management à la production, production de concerts, production de festivals. Finalement, voilà, j'ai commencé à baigner dedans jusqu'à ce que pourra développer parce que Jusqu'à ce que ça devienne ta vie, on va le jusqu'à ce dire que comme ça ça. devienne ma vie, exactement. Ouais, Mais ouais, c'est vrai que tu as fait manager, producteur et ouais, d'artistes et d'événements. exact. On va en venir. Mais comment tu choisis un artiste avec lequel tu travailles? Bah écoute, comment choisir un artiste? J'ai envie de te dire que c'est les rencontres en fait. Moi j'ai toujours fait confiance à la vie parce que c'est le plus beau des cadeaux en fait. Il y a que des rencontres heureuses en fait qui permettent de se connecter. Et puis je peux parler de la première artiste avec laquelle j'ai commencé à travailler qui s'appelait Elsa Martin, d'origine guyanaise. On s'est connus au collège. Et puis, là, je l'ai vue évoluer. Elle savait chanter la musique, c'était sa vie. Je le voyais. C'était elle, la musique. Elle incarnait la musique. Et puis, en grandissant, j'ai vu que moi, elle était plus trop dans son truc. Puis moi, comme j'étais organisateur, bon, j'ai commencé à l'aider à organiser son travail. Et puis, il y a eu cette relation de confiance. Et c'est par finalement la discussion, la confiance. Et puis, ouais, c'est ça en fait. C'est bizarre parce que quand je discute avec d'autres confrères, quand j'ai fait des formations, ils te disent, quand tu as un coup de cœur pour un artiste, limite, n'y va pas, parce que tu n'es plus rationnel, en fait. Ouais. Tu perds toute objectivité sur le travail. Mais la réalité, et je le vois même chez beaucoup de confrères, à part dans les maisons de disques, qui sont beaucoup plus dans l'objectif, dans des paramètres, des critères de nombre de followers et tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on fonctionne tous à l'affect, quoi. Au bout d'un moment, tu tombes amoureux d'un artiste et de sa musique, de son parcours, et puis tu as envie de l'accompagner, tu as envie de voir grandir ce projet, et puis surtout, tu as envie de le partager avec la terre entière. C'est ça surtout. C'est que tu as envie de... Tu veux pas que ça reste dans la confidence. Que toi, il faut que Voilà. tout le monde le voit, que tout le monde l'entende. Ouais, il faut que Est-ce tout le qu'à un monde moment l'entende. donné, tu t'es senti, j'ai envie de dire, obligé de porter la musique africaine en Europe? Ouais. Bah, en fait, je parlais du hip-hop tout à l'heure. Nous, on a grandi beaucoup dedans. Et puis à la fin des années 90, vraiment, vraiment, je peux même le situer, c'est en 99. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, on n'est pas les Américains, en fait. Il y a eu toute cette musique américaine, ce fantasme du noir américain et de toute la puissance américaine, quelque part, qui s'est aussi, du coup, finalement, qui était fantastique au début, mais elle s'est imposée à nous et devenait extrêmement pesante. À tel point qu'on se retrouvait un peu étouffé. Je me suis dit, mais en fait, attends, moi je viens du Cameroun, je vois mes amis sont maliens, sénégalais, ivoiriens, béninois, comment dire, malgaches, mauriciens. Et je me suis dit, mais en fait, on n'est pas là, en fait. On ne voit pas nos musiques, on ne voit pas nos artistes. Et ces réflexions ont commencé à tourner dans ma tête. Et puis je me suis dit, mais en fait, et quand j'ai commencé à bosser avec les artistes, j'ai fait un choix très radical. Je me suis dit, bon, je bossais au début avec les artistes français, qui faisaient du rock, de la pop. Mais ça n'avait pas le goût. Un truc qui manque. Ouais, il manquait un truc. Et puis, à un moment donné, ça a été très clair. Puis, je dois bien avouer que c'est à force de venir aussi sur le continent. Euh, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. Moi, je viens de là, je vais défendre des couleurs, en fait. Et puis, je serai plus cohérent, je serai plus en phase avec moi-même et je serai beaucoup plus motivé à défendre les projets. Donc, ça a été un positionnement que j'ai défini en 99 et je n'ai jamais changé depuis. Difficile à porter ou pas? En Europe, oui. En Europe, oui, parce que la France est un pays complexe, comme on le sait tous. Et forcément, d'un, c'est complexe, et puis de deux, c'est le contexte de la migration, en fait. On est dans un pays étranger à qui on doit faire découvrir une culture, qui n'était pas préparé forcément à découvrir. Donc, finalement, notre challenge, c'est de rendre accessible, finalement, ce que nous sommes. Ça veut dire qu'il faut construire un discours, il faut montrer les choses, il faut transcender aussi l'imaginaire de l'autre. Et quand je vois aujourd'hui les nouvelles générations, les Aya Nakamura, les Maître Gims, à qui je dois bien le reconnaître, font un travail incroyable, même si parfois on peut trouver des choses à redire, mais ils font un travail de sensibilisation, de vulgarisation de la culture africaine. Quand on va à un concert de Maître Gims ou d'Aya Nakamura, les gens ne peuvent même pas s'imaginer, il y a 85% du public, ce sont des Blancs. Et aujourd'hui, et comme hier même, je pense, de tout temps, je pense que l'Europe a toujours été fascinée par l'Afrique. Elle est à nouveau très très fascinée par ces nouveaux musiciens. Et quand on a des artistes aujourd'hui, je vois même Alif Naba quand il vient en France, ou comment ça s'appelle, les Salif Keita quand ils sont arrivés dans les années 80, Youssou N'Dour, Manu Dibango, le précurseur dans les années 40. Finalement, tous ont emmené un imaginaire, ont complètement changé le monde en fait. Et les nouvelles générations poursuivent cela grâce aux clips vidéo, grâce à Internet, et c'est dingue quoi. Il y a quand même une question qui me taraude. Souvent, on me dit,
Parce qu'il y a des artistes ici en Afrique, quand ils font de la musique, qui se vont bien en Europe, on entend souvent cette phrase-là. Tu fais de la musique de blanc. Ouais. On a l'impression que ce qui se Ouais. vend en Europe est différent de ce qui se vend en Ouais. Afrique. Est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que c'est vrai? C'est la Pourquoi? vérité. C'est la vérité. C'est quelque chose même qu'on entend là-bas aussi, de l'autre côté. Ok. C'est-à-dire que, en fait, tous les artistes qui font du tradi moderne, Ouais. comme les Alif, par exemple, Naba, que je citais tout à l'heure, les Big Bassi, Rokhaya Diallo, voilà. Non, Rokhaya Traoré, pardon. Rokhaya Traoré. Rokhaya Traoré. Ce sont les artistes qu'on a mis dans la world, qui se sont identifiés, qui ont été très vite mis sous le chapeau de la world music. La musique du monde dans laquelle tu as la musique tzigane, russe, allemande, arabe. Donc du coup on était dans ce gros fourre-tout qui était tout ce qui n'était pas européen, blanc, français, mais c'était le reste du monde. Bref, on a accepté, c'est devenu un branding quelque part. Et tous les artistes africains qui sont retrouvés dans cette catégorie-là, étrangement, étaient beaucoup plus consommés et sont beaucoup plus consommés par les Européens. Je ne sais pas, hasard des choses, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un travail de communication qui a été fait. Il y a une affaire de réseau. Et puis aussi, je pense que comme dans chaque population, chaque peuple, il y a des différentes catégories. Et ce segment de la musique, moi je l'appelle un peu la musique savante africaine. C'est-à-dire que c'est une musique qui est un peu plus sophistiquée, un peu plus construite d'une autre manière. Et c'est une musique qui n'est pas toujours très accessible. Par rapport au coupé-décalé qui est tout de suite brut, le dombolo, le soukous, tout ça. Enfin, il y a des musiques qui sont très accessibles parce que c'est nos musiques de fête, d'ambiance. Ce sont des musiques qui ont cette force de nous rassembler et de nous faire vivre des moments de joie incroyables. Et tandis que ces autres musiques qui sont un peu plus confidentielles, c'est des musiques qui s'écoutent, sont des musiques peut-être plus qui se dégustent comme un bon plat. Exactement. C'est le bon plat gastronomique que tu apprécies dans des rares occasions. Ouais. Et forcément, ce n'est pas des privilèges de tous. Et je pense que ces artistes vivent cette même segmentation-là. Mais il s'avère que ce sont les Européens qui les consomment le plus parce qu'ils ont des gros festivals et qu'ils ont les moyens de les faire tourner en Europe parce qu'ils ont atteint un niveau dans leur société qui font que bon, les besoins de base sont satisfaits. On peut aspirer à autre chose. Exactement. Parlons événements. Oui. Les événements, quand on lit sur toi, en fait, c'est comme un chapelet qu'on dégraine. Ouais, et on a tellement. Ouais. Les plus gros pour toi, c'est lesquels? Les plus gros événements ouais, que j'ai portés. Le premier, c'est Africaphonie. Il y a un peu plus de 10 ans de cela. Africaphonie, c'est un festival qu'on a créé avec un confrère qui s'appelle Abraham Salah, qui est du Togo, que je salue au passage parce que c'est un garçon formidable. Et on s'est rencontrés, on avait des idées, on avait des rêves. À l'époque, on parlait de la mémoire de l'esclavage. La loi Taubira venait de passer en 2007. Et puis on s'est dit, il faut qu'on crée une rencontre qui réconcilie les peuples, qui réconcilie les Afro-descendants, les Guyanais, les Martiniquais, tous ceux dont nos ancêtres qui sont partis par les cales de bateau et qui en sont devenus aujourd'hui des Afro-descendants, comme on les appelle dans les territoires des Caraïbes, des Amériques. Et en France, ils sont nombreux. Et puis il y avait ce problème d'histoire pas reconnu. La France avait un problème avec cette histoire-là, comme on le sait. Et la loi Taubira est arrivée. Et puis on s'est dit, bon, réunissons les Français, les Africains, les Afro-descendants, réunissons-nous autour d'un événement. Et on a créé Africaphonie pour être la voix de cette réconciliation en musique, par la parole. Il y avait aussi bien des musiciens, des conteurs, des slameurs. Enfin, on a vraiment donné la place à la parole et au rythme. Donc ça, pour moi, ça a été un événement fondateur dans mon parcours, parce qu'il a complètement même changé ma manière de travailler. Parce que d'un coup, c'était pas promouvoir un artiste, mais c'était plutôt utiliser quelque part notre matériel historique, patrimonial, et puis nos questionnements aussi, au service finalement de tous, quoi. Et c'est devenu, je pense, le socle de beaucoup d'autres de mes projets. Et puis après ça, je travaillais sur un projet qui s'appelait Creole Factory. C'était une grande expo d'art contemporain qui réunissait 60 artistes du monde entier, en tout cas issus des mondes, dits des mondes de l'esclavage, là où justement se sont retrouvés nos anciens ancêtres. Et en fait, cette exposition, elle a été aussi, je dirais, ça a été l'autre étape après Africaphonie. Ça a été l'occasion de travailler vraiment plus avec les Afro-descendants. Et du coup, j'étais un peu un ovni là-dedans parce que j'étais un Africain qui s'occupait de ces questions. Et du coup, il me disait, mais pourquoi un Africain se met là-dedans? Je dis, mais sachez une chose, c'est que quand un enfant est séparé de sa mère, il n'y a pas que l'enfant qui souffre. La mère reste endeuillée également. Donc, il est normal que, d'une certaine manière, moi, Africain, je vienne avec vous pour travailler sur ces choses-là. À un moment donné, il faut qu'on se retrouve. Il faut qu'on se retrouve. Voilà. Et donc finalement, cette idée c'est marrant parce que cette question
faire le pont en fait entre les gens, c'est devenu un peu un gimmick maintenant. Depuis, c'est ça. J'essaie de rassembler les gens et c'est ce qu'on fait avec le MOCA, qui est le troisième, je dirais, acte fondateur de mon travail. Réunir finalement les Africains, la diaspora, autour d'une plateforme, autour de non plus les questions de mémoire, de patrimoine, mais plutôt une question d'échange. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Comment est-ce qu'on crée la musique, le cinéma, la danse, le théâtre, les arts visuels, et dialoguer des gens entre nous, échanger nos expériences. Et finalement, au-delà de nos expériences, c'est comment est-ce qu'on collabore ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora veut aller sur le continent. C'est pas toujours avec qui, c'est pas toujours comment, par quel circuit emprunter. Et puis sur le continent, il y a beaucoup de professionnels qui veulent aller aussi aborder le marché international parce que Ouaga, Burkina, c'est plus assez grand pour eux. L'Afrique, ils l'ont déjà conquise. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et puis eux aussi, parfois, ils veulent collaborer avec des acteurs de la diaspora. Donc voilà, on a créé le MOCA, donc ce forum dédié aux cultures africaines, pour justement créer le pont, rassembler, réunir et permettre de collaborer pour aussi développer du business. Parce que on ne le dit jamais assez, la culture, c'est aussi une industrie. Bien sûr, c'est une grosse industrie. C'est une grosse industrie. Et moi, j'ai envie de savoir, pourquoi le MOCA a sa 5e édition cette année? Oui, cette année. Pourquoi justement créer encore un événement? Oui. Pourquoi ne pas ajouter ce que le MOCA offre à ce qui existe déjà? Très intéressante ta question. Écoute, quand on l'a monté, je vais te dire, le MOCA est né, pour tout te dire, le MOCA est né en 2014 à Rabat. En 2014, j'étais invité à la création d'une plateforme qui s'appelle Visa for Music, qui réunissait les professionnels de l'industrie musicale. Et en même temps, à Rabat, il y avait le Forum Artérial, la conférence qui réunissait toutes les industries culturelles africaines, portées par l'Afrique du Sud. Et puis, il y avait un autre troisième événement. Donc, en l'espace d'une semaine, j'ai vécu au Maroc 3 événements internationaux qui parlaient de la structuration, du développement des industries culturelles. Et je dois bien dire, j'ai pris une claque. Parce que je me suis dit, j'ai réalisé à quel point ça allait vite sur le continent, à quel point les artistes, les entrepreneurs innovaient et puis en même temps ils collaboraient, ils y allaient avec beaucoup d'audace et beaucoup de réussite aussi pour certains. Et je suis rentré à Paris et je me suis dit, mais en fait, nous en tant que diaspora, on fait quoi en fait? On fait des choses, mais on ne s'est jamais vraiment assis pour échanger, pour savoir qu'est-ce que l'on fait véritablement. Et souvent on a la sensation de se connaître, mais on se croise, mais on ne se connaît pas dans le fond. Et du coup, on ne peut même pas collaborer véritablement aussi. Et en fait, cette rencontre, ce forum, le MOCA, s'est imposé comme étant une réponse aussi à cette solitude que nous vivons et cet isolement que nous vivons aussi dans nos exils là-bas, pour justement se retrouver, échanger et puis aussi trouver des solutions aussi à nos propres challenges. D'accord. Et en 5 ans? Et en 5 ans. Tu as l'impression que tu arrives à atteindre ton objectif? Tu t'en approches? Écoute, je pense que chaque année, on monte des pas, on avance. Et l'objectif, en fait, pour moi, il est atteint quand je vois un artiste ou un entrepreneur rencontrer un autre, ils échangent leur carte de visite. Et après, je les revois, ils me disent, mais tu sais, il y a 1 an, j'ai rencontré tel. On a collaboré, ça s'est super bien passé. Et du coup, ça a matché. L'année dernière, par exemple, Gaston Caboret est invité. Nous avons invité Gaston Caboret, l'aîné, à qui je rends vraiment hommage pour tout son travail, sa carrière et son inspiration. Pour nous. Ah oui. Et pour nous aussi, de l'autre côté, c'est un monument. Oui. Voilà. Donc, nous avons invité Gaston Caboret au MOCA. Il est venu. Et puis, il est intervenu sur les questions du cinéma et de son expérience. Et puis il rencontre sur une table ronde, il y avait l'une des plus grandes réalisatrices de clips, Laïla Si, qui a fait tous les clips des NTM, de Kerry James. Vraiment, si on a 2 grands acteurs dans le clip, il y a Laïla Si et Chris Macari, et elle était là. Et donc elle expliquait qu'elle nous faisait la confidence que l'un de ses plus grands rêves, c'est d'aller former des jeunes en Afrique à la réalisation. Okay. Et là, Gaston Caboret, qui était dans le public et qui l'écoutait attentivement, je le revois encore comme ça, il prend le micro, il saisit l'appel au bon et lui dit, écoute, moi je te propose de venir à Ouaga, j'ai une école ici, Imagine oui. Viens faire des masterclass accompagnés. Voilà, ça c'est des miracles qu'on essaie d'opérer. Justement, un acteur de la diaspora, un acteur du continent, qui a une plateforme, qui a une expérience, il se retrouve et il décide de collaborer. C'est des petits miracles que nous essayons d'opérer chaque année et je dois bien avouer, ça marche. Ça marche et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. D'accord. Et est-ce qu'il y a de l'engouement finalement autour? Parce que c'est vrai que quand on parle d'une rencontre de professionnels, on a l'impression qu'on se situe quand même dans un petit cercle.
Oui. Est-ce que enfin, je veux dire, est-ce que le petit artiste musicien qui vient de commencer sa carrière, qui est à peut-être 5 ans, qui se dit Mhm. dans son quartier, tout le monde le connaît, dans sa ville, il a atteint un certain niveau, est-ce que ce profil d'artiste-là se retrouve Bien sûr, là? c'est ouvert à tout type d'artistes en fait. Je vois ça un peu comme une pyramide, c'est-à-dire que dans le haut de la pyramide, il y a les plus expérimentés qui ont entre 10 et 30 ans d'expérience Mhm. et qui n'ont peut-être parfois pas besoin du MOCA pour se développer, mais nous avons besoin d'eux pour témoigner Oui. et faire profiter justement à ceux qui arrivent, ceux qui sont en bas de la pyramide et qui sont les plus nombreux généralement, de leur faire profiter de leurs expériences et surtout qu'ils puissent se rencontrer, échanger, parce que je crois beaucoup au mentorat. Moi, j'ai eu la chance, je n'ai pas appris mon métier à l'école. J'ai beaucoup appris grâce aux aînés que je rencontrais, à qui je portais les valises. Je faisais les dossiers pendant des mois et des mois. Je travaillais parfois 2 ans sans être payé. Mais ça a été une formation extrêmement utile. Mhm. Et grâce justement à mes mentors, à mes pairs, j'ai pu apprendre ce métier, j'ai pu découvrir les subtilités. Et je pense que c'est ce que nous essayons aussi de faire pour justement tous ces jeunes artistes pour qui faire de la musique, faire carrière dans le cinéma, ce sont des gros rêves, parfois bordés d'illusions. Mais quand ils rencontrent un aîné qui a déjà cheminé, qui a déjà ouvert le chemin, pour eux, c'est une source d'inspiration et c'est aussi quelque part une manière de les rassurer sur le fait que tout va bien se passer en fait. Oui, mais en même temps, on va dire, moi j'ai envie de dire, c'est également l'occasion de se rendre compte qu'au fil des années, ça évolue, Oui, les défis bougent et il faut apprendre à s'adapter. bien sûr. Par exemple, 2020. Oui. Comment 2020 a impacté le MOCA? Oh là là, 2020, l'année de toutes les promesses Ouais, et l'année la plus inattendue qui soit. ouais. Donc, 2020, comment ça nous a impacté? En fait, initialement, en France, il devait y avoir cette saison Africa 2020 qu'a voulu le président Macron d'ailleurs ici lors de son discours, le fameux discours de Ouaga. Oui, Voilà, qu'il avait annoncé en grande pompe. Et tout le monde se préparait à Paris pour accueillir cette saison Africa 2020. Et comme tout le monde le sait, le Covid est arrivé et il a bousculé tous les plans. Et nous, dans ce contexte-là, l'événement devait être labellisé, enfin il l'est toujours. Et nous devions justement proposer une édition un peu inhabituelle, disons à la mesure de cette saison. On devait faire vraiment un très très gros événement et donc on était en train de se préparer, on était en train de faire des voyages au Rwanda pour inviter des délégations, commencer déjà à faire le tour de pas mal d'acteurs pour leur dire bon bah toi tel du Cameroun tu viens, tel de Dakar tu vas venir, tel de Ouaga prépare-toi et tout. Et en fait le Covid est arrivé et du coup il a fallu repenser tout ça parce que nous en France on a vécu une période de confinement qui a duré 3 mois donc impossible d'avoir une quelconque activité. bien sûr. Et puis là on est dans une nouvelle vague et qui fait que tous les événements s'annulent les uns après les autres. Donc on a essayé d'anticiper l'histoire. On s'est dit, bon, on ne va pas prendre de risques, on va faire une édition digitale. Parce qu'après tout, la seule dimension qui va manquer, c'est la relation humaine, c'est le contact. Parce que ce qui est très très essentiel dans ces rencontres-là. Mais néanmoins, l'autre dimension qui est le partage d'expérience, finalement l'échange et l'identification aussi, on va pouvoir le faire. Donc du 2 au 8 novembre, on va faire cette édition du MOCA qui sera en digital. Et pour le coup, ce qui est plutôt bien, c'est que tout le contenu, tous les échanges seront à la disposition du monde entier. Pas forcément besoin de faire le déplacement. Exactement. C'est super. Pas de billets d'avion, pas de chambre d'hôtel. Pour nous, c'est une grosse économie, même si c'est aussi très compliqué à d'autres Bah oui, à bien d'autres sûr. égards. Oui. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ici à Ouaga, le public pourra accéder à ce contenu Oui. au Cameroun, en Afrique du Sud, pour les conférences qui seront en anglais, et puis bien sûr dans la diaspora. Donc c'est aussi l'opportunité de faire connaître plus largement le MOCA et puis d'étendre notre audience. Donc on travaille vraiment dans ce sens-là aujourd'hui. D'accord. Ok. Et est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement demeurer ainsi ou un volet que vous allez prendre en compte si les choses reviennent alors? Oui. Bah, écoute, l'opportunité que nous a donné le Covid, parce qu'il n'y a pas eu que les effets négatifs, ça nous a aidé à nous remettre en question, véritablement, à repenser même notre modèle et d'intégrer ce qu'on repoussait toujours un peu. On se disait, bon, on va faire les choses sur Internet, on verra quand on sera plus structuré, on aura plus de moyens. Et là, en fait, on a été obligé d'y aller vraiment. Oui. Et du coup, ça a entraîné plein d'autres réflexions. Parce qu'on a fait une étude justement pour identifier un peu les attentes et les besoins des acteurs, les artistes entrepreneurs. Et parmi les attentes qu'ils ont énoncées, il y a ceux d'avoir une plateforme, une base de données, une base de réseau, du contenu, de l'information. Et on a commencé à réfléchir vraiment dans ce sens-là. On s'est dit, mais tiens, en fait, le MOCA, c'est une fois par an, mais grâce à Internet, finalement, si on le veut, on peut pérenniser, on peut perpétuer l'expérience, on pourrait avoir quelque part cette même dimension, mais à l'année, en fait.
Ouais. Donc du coup, nous réfléchissons aujourd'hui à un projet digital sur lequel nous commençons à pas mal avancer. Pour l'année prochaine, lancer, nous le souhaitons, à vraiment tout faire pour, lancer cette plateforme en fait qui sera une évolution du MOCA, mais une base de ressources, d'informations, de partage collaboratif et puis d'informations. Ouais. D'accord. Bah, c'est super. En attendant l'année prochaine, Ouais. on a envie de souhaiter bon vent à l'édition de cette année Mais qui oui. arrive dans quelques semaines. Qui arrive Dans deux dans semaines moins de 10 jours. Voilà. Moins de 10 voilà. jours, oui. Donc, vous pourrez retrouver tout l'ensemble du contenu sur notre site internet, Ouais. le-moca.com. Donc, ça aura lieu du 2 au 8 novembre. Et le fil conducteur, comme tous les ans, nous en avons un, c'est créer, entreprendre en temps de crise. Ouais. Et forcément, quand on parle de ça, on parle d'innovation, on parle de changement, parce qu'on est vraiment dans ce monde-là aujourd'hui. Et on va aborder toutes ces questions avec une panoplie d'experts dans tous les secteurs d'activité. Et on vous invite vraiment, public de Ouaga, à suivre, à vous connecter et à suivre, parce que le MOCA, ça peut être aussi utile pour vous. Ouais. Absolument. On arrive à la fin de notre entretien. Oui. Est-ce que tu as un petit dernier message pour tous ceux qui nous regardent? Mais oui, je pense que, en fait, c'est toujours mon plaidoyer sur la culture. Hein. Je crois que la culture est... Dans Ouaga, je n'ai même rien à apprendre parce qu'à Ouaga, j'ai surtout plus à apprendre ici. C'est une capitale culturelle africaine. Il y a le FESPACO, il y a en ce moment les récréatrales, il y avait hier encore les REMA et bien d'autres événements aussi. Et je suis vraiment très très fier d'être ici dans ce pays, de découvrir la puissance et l'intérêt que les gens, les institutions, tout le monde a pour ce secteur d'activité. Mais je voudrais rappeler aussi que ces secteurs d'activité, ce sont des industries et qu'il faut les accompagner. Il est important de les accompagner. Le public est souvent là, se mobilise, mais il est important aussi que les investisseurs appuient, les institutions créent un cadre, développent des formations. Je vois dans le cadre de la musique, on a beaucoup parlé de formation parce qu'on se rend bien compte que on parle de droit d'auteur, on parle de notions de tournée, de ceci, de cela, et parfois les bases même du langage ne sont pas comprises en fait. Donc tous ces métiers-là doivent être davantage développés. Et moi j'encourage, hein, c'est pas que le travail des institutions, c'est aussi notre travail à nous professionnels. Et je salue encore des initiatives comme celle d'Alif Naba. On ne dira jamais assez, mais il faut des entrepreneurs comme ceux-là. Je dis bien entrepreneurs parce qu'un artiste est aussi un entrepreneur aujourd'hui. Et il faut ça, je pense. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Et bon retour chez toi. Merci. Et à très vite. À très très bientôt. Merci beaucoup les amis. Et à très vite également. Qui sera le meilleur jeune entrepreneur du Burkina Faso? Chers téléspectateurs, voici venue la finale de la première édition de Pépites d'entreprise. 100 candidats au départ. Ils ne sont plus que 4 en finale. Votez pour Sanfo Menuiserie Bois et Métallique qui allie les matériaux cités à la perfection en envoyant PE1 au 3167. Choisissez d'écologique avec la recyclerie générale en envoyant PE2 au 3167. Votez pour Mister Écolo avec ses emballages biodégradables en envoyant PE3 au 3167. Ou choisissez Faso Mousso avec ses épices nutritives Et thérapeutiques en envoyant PE4 au 3167. Chers téléspectateurs, rendez-vous bientôt pour savoir qui sera la pépite d'or, qui remportera le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Pépite d'entreprise, sous le parrainage de M. Idrissa Nassa, PDG du groupe Coris. Merci beaucoup de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous nous prenez, eh bien, on est en entretien avec Alain Budget. Je l'ai dit en intro, aujourd'hui, on s'intéresse à la question du cancer du sein, puisque nous sommes dans le mois d'octobre, mois dédié à la sensibilisation sur ce mal-là. Et on a l'immense plaisir d'avoir une association également qui se consacre à la sensibilisation et à la lutte contre ce cancer et d'autres sur ce plateau. Mais avant, permettez-moi de bien vouloir installer celle-là même qui illumine ce plateau de sa présence. Philly, comment ça va? Bien, et toi, Stéphanie? Ça va également. On n'a pas l'impression que tu as la pêche ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça vient. Ça vient? Ah, ok. Ça vient. Comme le sujet est sensible, je Ok. reste en mode... C'est un téléchargement. Exactement. D'accord. Mais en tout cas, tu es dans les couleurs du mois. Ah bah Dieu Il merci. y a du hein. rose sur toi, c'est top. Oui, j'ai essayé de faire de mon mieux, vu que j'ai pas vraiment de pink chez moi, donc voilà. Mais tu as bien fait. Moi, par contre, mais c'est pas grave. Mais ça va. vais, L'esprit y est. Je vais un peu prendre du rose qu'il y a encore sur le plateau. L'esprit y Nous est, ça avons va. avec nous aujourd'hui l'association Zéro Cancer
féminin, représenté sur ce plateau par sa présidente et sa chargée de communication, la présidente donc Sidiane Suzanne. Comment ça va? Ça va bien Stéphanie et toi? Ça va, bienvenue sur ce plateau. Merci. J'espère que ce ne sont pas tes cheveux, parce que je suis jalouse de toutes celles qui ont de super longs cheveux. Parce que chez moi, ça ne pousse pas plus que ça. Sauf que ce n'est pas naturel chez moi. D'accord, donc on peut s'entendre. Super. Si Alex était là. Ouais, si Alex était là, il allait me faire. Mais heureusement, voilà, aujourd'hui, on est entre femmes. Voilà, on peut se dire les choses. En effet. Voilà, no stress. pas Et de juste à carton rouge. côté de moi, la secrétaire à la communication, Sioné Anatou, comment ça va? Bien, je vous. Ça va également, bienvenue. Merci. Alors, Zéro Cancer Féminin, comment est née cette association? Cette association est née de la volonté d'un groupe d'amis Oui. à vouloir accompagner les femmes victimes de cancer du sein parce qu'on a remarqué que c'est un fléau qui prend de l'ampleur et on a voulu à notre manière apporter un réconfort à ces femmes-là. D'accord, ok. Et c'est une association qui existe depuis combien de temps? Depuis octobre 2019, mais officiellement on a obtenu le récépissé en février 2020. D'accord, ok. Et on va dire quoi, donc 1 an? Oui, 1 an. C'est votre anniversaire? C'est ça. Joyeux anniversaire. Merci. Et en 1 an, vous avez fait beaucoup de choses, j'imagine. Oui, on a fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de dépistage. On a rendu des visites à certains malades également. Ok. Donc, les membres de l'association, c'est qui? Tout le monde peut être membre de l'association. Il n'y a pas de condition. Il faut accepter de combattre cette cause-là. C'est tout. Tout le monde peut être membre parce qu'on est tous des potentiels cancéreux. Donc. Exactement. On n'aime pas l'entendre, mais c'est vrai. Et en préparant cette émission, j'ai vu qu'une femme sur 9 est potentiellement victime de cancer du sein. Donc, c'est énorme. Une femme sur 9. Sur 9, oui. J'ai même cru qu'il y avait des morts. Une femme sur 27, un truc comme Exactement. ça, qui mourait du cancer du sein. Ouais. C'est pas évident et on a tendance à penser que c'est pas une maladie pour les Africains. Non, du tout. C'est ce qui est bizarre. Beaucoup pensent ça. Même moi, il y a quelques années, je pensais ça. Pourtant, le taux de mortalité est plus élevé dans les pays en En développement, effet. malheureusement. Oui. C'est parce En qu'on fait, prend pas- on avait cru que c'était une maladie des pays riches, une maladie des personnes âgées, mais malheureusement, on remarque, on ne sait pas si c'est l'environnement, c'est l'alimentation. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, donc malheureusement, on a beaucoup de jeunes femmes qui sont atteintes, surtout dans les pays sous-développés. C'est ça, malheureusement. Et du coup, nous, on a voulu savoir, est-ce que les dames qui nous suivent savent ce que c'est que le cancer du sein? On a promené notre micro, on a posé la question, on regarde les éléments de réponse et on revient. Le cancer du sein, c'est une maladie du sein. Si vous voyez que la rondeur, là, ça dépasse l'autre sein, ou soit un furoncle, ou soit un écoulement. Des douleurs, des petits boutons et après... Il y a une formation de boule au niveau des seins, une deuxième boule qui se forme au niveau des seins et avec la suite, ça devient un cancer. Nous avons le sein infecté qui fait mal, ça gonfle, c'est chaud. En plus de ça, souvent c'est dur. Et puis on sent une forte chaleur à ce niveau-là. Quand les femmes partent souvent dans les maternités, dans les SMI, on leur demande d'aller en consultation pour voir, contrôler leurs seins, faire la mammographie pour leur propre santé. Parce que le cancer du sein, vraiment, c'est une maladie très dangereuse et ça tue. Et si tu as su tôt, si tu es allé tôt, il peut faire quelque chose pour toi. Il y a la thérapie, il y a des produits et ça peut suivre à une opération qu'on pourra extirper ça. Il faut toujours faire le sport. Il ne faut pas dormir avec le soutien-gorge. Il faut faire attention aussi à son alimentation et partir chez son gynécologue souvent pour se consulter. Déjà, pour prévenir le cancer du sein, il faut aller tout le temps à l'hôpital, genre pour faire des examens, pour vérifier si la boule n'est pas en train de se former et tout. Le mode de traitement, c'est mieux quand on présente ces symptômes de se rendre rapidement dans un CSPS ou bien un centre de santé. Voilà ce que les filles nous disent. Est-ce que tu as l'impression qu'elles savent de quoi il est question? Oui,
Oui, elles savent parce qu'il y a quelques-unes quand même qui ont su donner certains symptômes. Il y a une, là, je pense que c'est l'avant-dernière, qui a dit que quand on sait tôt, on peut en guérir. Je pense qu'elles sont informées, même si elles n'ont pas toutes les informations, elles ont le minimum. Elles savent qu'en cas de bobo, en cas de situation inhabituelle, elles doivent se rendre dans un centre de santé. D'accord, c'est sûr que c'est bon à savoir. Moi, j'ai envie de savoir, Sioné, pourquoi s'engager dans cette association? D'abord, s'engager dans cette association, c'est une cause noble. Oui. C'est une cause noble et dans notre association, la plupart des membres ont eu un parent ou un ami qui a été victime du cancer. Donc du coup, on se dit pourquoi ne pas lutter? L'année dernière, avant la création de notre association, on est allé à une séance de dépistage dans un service de santé. Et là, on a vu que les gens n'avaient pas l'information. Les gens ne partaient pas au fait à la recherche de l'information. Et ils étaient là. D'abord, dans la vidéo, il y a des gens qui ont eu à citer certains symptômes, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas forcément les boules qu'on voit dans le sein, on ressent dans le sein qui est forcément, toutes les boules dans le sein ne sont pas forcément cancérigènes. Et là, je me dis pourquoi. J'ai eu ma tante qui est décédée suite à cette maladie. Et lorsque je suis partie pour le dépistage, c'était vraiment quelque chose de, comment dirais-je, voilà, c'était vraiment touchant quand je voyais toutes ces femmes qui cherchaient vraiment à voir est-ce que je suis malade ou pas. Oui. Et malgré ça, les sensibilisations, les dépistages ne sont pas suffisants, je veux dire. Parce que les gens ont tendance à dire qu'il faut attendre le mois d'octobre pour aller se faire dépister. Alors là, nous, on a mis l'association en place. Presque chaque mois, nous faisons des campagnes de sensibilisation et de dépistage. Donc je me dis, me lancer dans ce combat, c'est une cause noble. Pourquoi ne pas le faire? C'est important ça. Ouais, et c'est vrai que, bon, malheureusement, le médecin qui devait nous accompagner ce matin a eu une urgence. Médecine oblige, on passe en second et c'est normal. Donc, on va être entre nous. Et j'imagine qu'à force de faire de la sensibilisation, à un moment donné, vous savez quoi dire justement aux femmes pour leur faire comprendre l'importance de se faire dépister. Parce qu'on l'a dit, hein, plus tôt on est dépisté, mieux on est pris en charge et on a plus de chances d'en guérir. Donc, comment apporter l'information sur le cancer de sein et faire comprendre que c'est une maladie grave, par exemple, à des femmes qui n'en ont jamais entendu parler, qui peut-être n'ont pas été scolarisées? Comment vous vous prenez? D'abord, il faut dire qu'on a une équipe médicale qui nous accompagne, qui est l'ASOC, Association des attachés en santé obstétrico et gynécologique, qui nous accompagne parce que dans l'association, on n'est pas du corps médicinal. On n'est pas des spécialistes. Et voilà, cette équipe médicale nous accompagne. Et à force de les écouter, de les suivre, on finit par se croire aussi médecin. Voilà. Et c'est surtout les images qu'on montre. Il y a des images qui choquent. Souvent, il faut choquer pour que le message passe. Donc, on montre des images qui choquent et puis l'équipe médicale explique. Et on a des membres dans l'association qui ont été victimes. Quand ils prennent la parole, quand tu as une personne en face qui te fait un témoignage, c'est plus parlant que quand tu regardes de simples images. Donc, ces femmes-là se rendent compte que le cancer du sein, il n'est pas loin, ce n'est pas une maladie lointaine. Voilà une personne qui a été victime de ça. Donc, moi aussi, on ne sait jamais, je peux être victime de ça. Donc, elles prennent conscience à partir de ce moment-là. D'accord. Et vous vous adressez à quelle catégorie de femmes? Est-ce que vous avez une cible bien définie ou est-ce que vous parlez à toutes les femmes? À partir de 30 ans. Les femmes à partir de 30 ans. Mais n'empêche, les jeunes filles qui ont moins de 30 ans, on leur demande quand même de pratiquer l'auto-examen des seins une fois par mois. L'autopalpation, comme on le dit. Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui... bon, c'est vrai que vous n'êtes pas les expertes de la santé, mais quand même, qu'est-ce qui est censé alerter une femme quand elle fait l'autopalpation? Je pense qu'on le dit facilement parce qu'on sait de quoi il est question. Oui. Mais il faut peut-être qu'on dise ce que c'est l'autopalpation des seins par rapport au cancer du sein. D'accord. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui. L'autopalpation ou l'auto-examen du sein, en fait, il s'agit de prendre les 3 doigts comme ça et puis on essaie de diviser le sein en 4 cadrans. Ici, une partie, 2, 3, 4 et avec les 3 doigts,
on essaie de faire des mouvements circulaires à la recherche d'une boule. On fait ça de chaque côté. De chaque côté. Des 4 côtés. Voilà, des 2 seins. Des 2 seins. Et souvent sous les aisselles aussi. Oui, parce qu'il y a les ganglions sous les aisselles. Il faut aussi faire ces mouvements pour voir est-ce que les ganglions n'ont pas pris d'autres proportions. Il faut le faire de préférence devant un miroir. Comme ça, on voit l'aspect des seins, on voit la forme et facilement on repère s'il y a une anomalie, une déformation. Et en général, on le fait à la fin de son cycle menstruel, c'est ça? À la fin, parce que pendant le cycle, les seins sont un peu tendus, souvent c'est douloureux. Donc il faut attendre à la fin du cycle pour faire ça. D'accord, donc, oui, Philippe, tu as quelque chose à dire? Je voulais savoir en fait, mais ça c'est après. Plus tard. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui peut être un signe d'alerte qu'il faut aller consulter? Ok, je laisse la parole à Sioni. Merci. Il y a les ganglions sous les aisselles, dans le sein, et il y a la peau d'orange. D'accord. L'écoulement des seins. Ouais, parce que c'est vrai qu'à la fin, il faut presser si vous n'allaitez pas pour voir s'il y a un liquide qui sort du téton. Voilà, gluant. Et il y a une plaie aussi, souvent au bout des seins. D'accord. Voilà. Ok. Mais est-ce que quand on en arrive à la plaie, on n'est quand même pas à un stade avancé? Pas forcément. D'accord. Seuls les examens peuvent nous le dire. Plus poussé, voilà, parce que le cancer du sein se manifeste sous plusieurs formes. Tu peux ne pas avoir de nodules dans le sein, mais sur le mamelon, il y a un écoulement au niveau du mamelon, une plaie. C'est vrai qu'elle a vraiment un langage technique. Un nodule dans le sein. Plus communément, pour le commun des mortels, on va dire si on sent une boule. Une boule. Voilà. En parlant français facile. C'est un peu ça. C'est pas forcément, elle l'a dit, hein, c'est pas forcément un signe de cancer. C'est ça. Mais il faut quand même aller vérifier. Oui, en fait, il ne faut pas s'alarmer s'il y a une boule dans le sein. Mais pour plus de précautions, il faut aller en consultation. Vérifier, c'est très important. Et elle a dit, quand on le dépiste tôt, on est vite pris en charge. Mais la prise en charge peut ressembler à quoi? Est-ce que c'est un traitement médical? Est-ce que c'est des médicaments que tu avales et ça passe? Est-ce que c'est forcément passer par la chirurgie comme la dame l'a dit dans le micro-trottoir? Souvent quand on dit cancer, on entend immédiatement chimiothérapie. Est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que vous, qui êtes de l'association, qui parlez du cancer, vous avez une idée de comment on traite éventuellement un cancer du sein? Il faut dire que tout dépend du stade auquel il a été diagnostiqué. Okay. Voilà. À un stade précoce, à un stade avancé, les traitements ne sont pas les mêmes. Et il y a différents types de cancer de sein. Le protocole peut-être qui va avec une femme X n'est pas forcément le même protocole qu'on va attribuer à une femme Y. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Maintenant, selon le stade, on peut éviter peut-être la chirurgie, on peut faire moins de chimio, on peut faire moins de radiothérapie, ça dépend. Il y a des femmes qui arrivent à conserver tout le sein. Il y en a chez qui on n'a pas le choix, il faut carrément faire l'ablation totale. Donc tout dépend du stade. Donc du stade, du type et naturellement de la patiente. Et c'est ça, de l'état général de santé de la patiente. D'accord, ok. Donc autant d'éléments qui rentrent en ligne de compte quand on parle de traiter un cancer. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est des cellules qui se développent particulièrement vite, qui sont très invasives et qui facilement s'invitent dans les autres parties du corps. Mais il y a un élément quand même assez important dans le cancer du sein que, malheureusement, souvent on occulte. C'est que ce n'est pas exclusivement les femmes qui sont touchées par le cancer du sein. Est-ce que vous parlez de... C'est 1% de cas qui touchent les hommes, mais est-ce que vous parlez de ce 1%-là? Oui, notre dernière séance de sensibilisation, on a même eu l'occasion d'avoir des images d'hommes qui avaient le cancer du sein. On a eu une dame qui est venue de la France qui a dit qu'en France, il y a même une association des hommes atteints de cancer du sein. Oui. Donc c'est pour dire que le mal est réel chez les hommes. Mais quand on fait nos séances de sensibilisation ici, on a moins d'hommes. Souvent, quand on a des hommes, soit ils ont accompagné leur mère ou leur épouse, mais ils se mettent un peu à l'écart. Ils ne se sentent pas concernés. Voilà. Bah, en même temps, on va dire que quand on entend un sein, immédiatement on pense femme. Donc logiquement, ils se disent bon. Les hommes ont des seins, c'est pas développé. Voilà. Et justement, le fait que ce ne soit pas développé fait que, de ce que moi j'ai vu, en général, c'est beaucoup plus violent chez les hommes un cancer de sein.
que chez une femme. Est-ce que je me trompe? Non, si. Ouais, donc, messieurs, ça ne nous concerne pas. Mais est-ce qu'eux, ils font une autopalpation? Si, non? Oui, ça dépend parce qu'il peut se manifester de plusieurs manières. Même il y a des femmes chez qui, quand on a fait l'ablation totale, si par malheur, il y a une récidive, on voit la partie, on voit encore les boules qui apparaissent. Donc, c'est pour dire, même quand c'est plat, s'il y a un nodule, voilà. Malheureusement. Mais ça vient d'où, le cancer du sein? Qu'est-ce qui provoque ça? Malheureusement, on n'a pas de spécialiste sur le Malheureusement, plateau. justement, on n'a pas de spécialiste. Oui, mais sur le en plateau. fait, souvent, quand tu interroges, même quand tu vas à la consultation, que tu interroges les spécialistes, ils te répondent vaguement parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Parce que exactement ce qui explique ça. Voilà. Parce que il y a plusieurs causes. On peut dire qu'il y a les facteurs génétiques, aussi la mère ou la tante, des trucs, voilà. Mais on ne saura pas te dire qu'est-ce qui a causé réellement ton cancer. C'est parce que tu as mangé tel truc, c'est parce que tu as fait tel autre truc. On ne sait pas te dire. Parce que c'est vrai que les chiffres quand même augmentent et on se demande est-ce que ça ne se trouve pas dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit, dans ce que l'on respire ou autre. Est-ce que les spécialistes souvent évoquent un environnement qui favorise le développement du cancer du sein? Est-ce que souvent ils en parlent? Oui, ils en parlent. Il y a les radiations, les radicaux libres. Si on est exposé aux radiations, ça peut être des causes de cancer. Il faut éviter l'alcool. On ne dit pas que c'est l'alcool qui provoque. Oui, mais voilà, ça contribue. Si on est prédisposé et qu'en plus on prend beaucoup d'alcool, facilement on peut ouvrir la voie. Exactement. D'accord. Donc il y a possibilité que ce soit héréditaire, mais au-delà de ça, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui a eu un cancer dans votre famille que systématiquement vous allez faire un cancer. Non. C'est pas parce qu'il y a personne qui a fait le cancer dans votre famille que ça veut dire que vous êtes exempt de ça. Donc, ça peut arriver finalement à tout le monde. Mais pourquoi vous, spécifiquement, vous intervenez à partir de 30 ans? Pourquoi le choix de cet âge? Parce que déjà, il y a des examens qu'on ne peut pas faire avant 30 ans, comme la mammographie. D'accord. Sauf cas exceptionnel. OK. Voilà. Donc, pas de mammographie avant 30 ans. Je pense que tous les gynécos le diront. Maintenant, il y a aussi, par exemple, si la mère a eu un cancer du sein à 40 ans, on va commencer à surveiller l'enfant à partir de 30 ans, c'est-à-dire moins 10 ans. Donc, si ta mère l'a eu à 30 ans, c'est sûr qu'à partir de 20 ans, on va commencer à te suivre, mais on ne va pas automatiquement te prescrire la mammographie. D'accord, OK. Donc, c'est pour ça que c'est à partir de 30 ans que vous intervenez. Mais quand même, il faut que le message passe chez les plus jeunes pour qu'elles se rendent compte qu'à un moment donné, il va falloir faire attention à un certain nombre d'éléments dans sa vie. Surtout que quand on dit qu'on fait l'autopalpation à la fin du cycle et que les premières règles arrivent de plus en plus tôt chez les jeunes filles, parce qu'il y en a qui le voient à 9 ans, il faut peut-être commencer à parler plus tôt. Est-ce que vous sentez de parler de ce sujet-là à des fillettes de 9-10 ans? C'est des choses que l'association n'a pas encore initiées, mais chaque fois qu'on rencontre des femmes, des jeunes filles, elles sont un peu notre porte-parole auprès des autres femmes, des autres jeunes filles. Voilà, c'est un peu ça. Mais l'association en elle-même n'a pas encore réuni des fillettes de 9-10 ans pour une sensibilisation. On se dit que si la maman ou la sœur a reçu le message, forcément, elle va le transmettre en famille, à la maison. C'est un peu ça. Mais il faut dire qu'on a eu un cas de cancer du sein d'une fille de 23 ans. C'est des cas exceptionnel, mais ça arrive. 23 ans. Et elle s'en est remise? Malheureusement, elle n'a pas survécu aux dernières nouvelles. C'est dommage. Parce que ça s'est un peu compliqué après et tout ça. Donc, OK. Elle a été entièrement traitée ici? Oui. Ou ici. Donc la prise en charge peut se faire entièrement au Burkina? Pas totalement. Okay. Pas totalement, parce qu'au Burkina, on n'a pas encore de centre de radiothérapie. D'accord. Donc si vous passez par la radiothérapie, forcément... Il faut forcément le faire ailleurs. OK, d'accord. Mais c'est quoi les traitements que l'on peut faire ici? Il y a d'abord la chimiothérapie qu'on peut faire ici. Il y a la chirurgie qu'on peut faire.
Et puis, le médecin juge si on doit vous évacuer, s'il y a éventuellement une prise en charge pour vous évacuer dans un autre pays pour faire la radiothérapie. Au pire des cas, vous le faites à vos propres frais. Voilà pourquoi on dit souvent que la santé n'a pas de prix. Mais mieux vaut être en bonne santé quand même. Exactement. Voilà, Étant donné qu'on ne connaît pas l'origine exacte de cette maladie, il est très difficile de lutter contre quelque chose dont on ne connaît pas l'origine. Ça, c'est un. Et puis, c'est pour ça qu'en Afrique, on a du mal surtout en Afrique de l'Ouest, on a du mal à voir le cancer du sein comme une maladie africaine, une maladie pour nous. Parce que rien qu'en écoutant ce qu'elle vient de dire, par exemple, l'exemple de cette jeune fille, elle aurait été peut-être dans un pays beaucoup plus, où il y a plus de moyens. Je ne dis pas qu'elle ne va pas mourir, mais au moins, elle aurait eu peut-être des soins qui lui permettront de vivre encore quelques jours de plus ou voire quelques mois. Mais maintenant, ça me ramène à la question où vous êtes une association, donc je suppose qu'il y a des subventionneurs. Vous êtes subventionné ou pas? Est-ce que malheureusement, non. L'association fonctionne sur fonds propres et puis c'est des bonnes volontés qui acceptent de nous accompagner de temps en temps. Ça, c'est un problème. Oui, parce qu'il faut dire que l'association carbure à l'énergie du cœur. Le traitement coûte très cher. C'est pour ça qu'il faut, et je pense qu'il faut, en tant qu'association, essayer de toucher, voir les médias, toucher le maximum de personnes, parce que c'est pas évident, parce que même vous tournez à fond propre. Je sais ce que c'est à un moment donné. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à tourner à fond propre? C'est pour ça qu'on mise sur la sensibilisation, parce que le cancer, quand il est diagnostiqué tôt, les chances de guérison sont énormes. Donc là, et à ce jour-là, le dépistage reste le seul moyen de prévention. Voilà, contre le cancer du sein. On n'a pas le choix, donc on mise sur la prévention. Et si, par malheur, on détecte... D'abord, il faut le dire que quand l'équipe médicale fait le dépistage, ils nous disent après, on a dépisté tel nombre de femmes et il y a tel cas qu'on a transféré chez un tel ou chez... C'est à la personne après de revenir vers nous parce que c'est des informations confidentielles. Si la personne accepte de revenir vers nous pour dire, lors de votre dépistage, voici, on accompagne la personne avec les moyens qu'on a. Mais si la personne ne revient pas, c'est difficile pour nous parce qu'on ne saura même pas. L'équipe médicale ne nous donne pas cette information-là. Et en fait, c'est pour tout ça qu'on a créé l'association, pour que les autorités entendent notre voix, et qu'ils se penchent sur le cas des malades du cancer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de centre de radiothérapie. Et vraiment, je sais pas quel mot employer, mais il y a beaucoup de maladies qui sont prises en charge ici. Par exemple, je pense que pour le sida, les antirétroviraux sont donnés gratuitement. Pour les malades du rein, il y a une subvention et tout ça. Pourquoi pas pour les malades du cancer? Exactement, c'est pour ça que j'appuie encore sur le fait de faire le maximum pour essayer d'attirer. Exactement, parce que tout seul, c'est très bien ce que vous faites. Au contraire, même si je pense que c'est un très très bon début, mais il va falloir que vous bénéficiez de l'aide, soit de l'État ou des subventionneurs. Et en une année d'existence, moi j'ai envie de savoir combien de cas, combien de femmes ont été dépistées. Est-ce que vous avez des chiffres du nombre de femmes dépistées, de celles qui ont été diagnostiquées positives, même si vous n'avez pas les noms? Est-ce que vous avez des chiffres? Oui. On a environ 400 femmes qu'on a dépistées. Ok. Et il y en a combien qui... Une vingtaine de cas qui ont été référés chez des spécialistes, mais qu'on n'a pas eu de retour après. Donc 20 sur 400, c'est... C'est beaucoup et je voudrais... C'est énorme. C'est beaucoup, c'est énorme. Et est-ce que vous connaissez le taux de mortalité au Burkina ici, dû au cancer du sein? Il y a une étude qui a été faite en 2018 par Globocan, je pense. Et sur environ 11 000 nouveaux cas, il y a à peu près 9 000 décès de cancer. De cancer de manière générale. Et dans ça, je pense que les cancers du sein occupent 12,6%, je pense. C'est le cancer le plus répandu. Exactement. Et franchement, je pense que c'est une maladie qu'on a tendance à négliger. La preuve, quand elle disait tout à l'heure que la plupart des membres, c'est des gens qui ont été touchés par un membre de la famille. Oui, c'est ça. Donc il faut vraiment vivre le calvaire pour pouvoir se mettre dans... Se rendre compte. Et se rendre compte. Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive jusque-là. Je pense qu'on devrait plutôt se dire que c'est une maladie. Moi, à l'époque, comme je disais, je pensais vraiment que c'était une maladie de blanc. Quand je dis de blanc, les frais pour se soigner sont excessivement chers et ne sont pas à la portée de tout le monde. Ici, même déjà, vu notre niveau de vie, quelqu'un qui est atteint d'un cancer,
et qui s'en rendent compte à un certain stade qui est assez évolué, il faut carrément chercher encore d'autres subventions pour t'envoyer dans un pays européen ou un pays américain pour te faire soigner. Est-ce que justement, c'est pas justement lié à notre tendance à négliger les petits bobos du quotidien? Genre, je veux dire, t'as une petite boule dans le sein, bon, c'est pas la fin du monde, franchement, il y en a qui vivent avec pire, et ça s'empire, et ça se développe. Et c'est une fois que c'est grave qu'on se dit, ah tiens, ça c'est bizarre, il faut que j'aille à l'hôpital. Mais souvent, c'est très avancé. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont dépistées à un stade, on va dire, vraiment début cancer ici? Ou est-ce que c'est vraiment plus quand c'est avancé qu'on s'en rend compte? Oui, il y a des femmes qui sont dépistées vraiment de manière précoce. Souvent même, c'est des cellules précancéreuses. Voilà. Et quand c'est comme ça, les médecins, ils sont contents, ils sont heureux parce qu'on peut faire quelque chose pour cette femme-là. Mais quand on arrive à un stade où tout le sein... Bon, c'est... En fait, il te donne le protocole, mais lui-même, il n'est pas sûr du résultat. Il est presque sûr qu'il t'accompagne vers tes dernières heures, mais il ne te le dit pas parce que... Voilà. C'est ça. Et comme tu l'as dit, on a tendance à négliger, surtout quand ce n'est pas douloureux. On néglige, c'est rien, ça va passer. Ou bien on se tourne vers la médecine traditionnelle. Et après, quand ça s'empire, on vient maintenant à l'hôpital à un stade où vraiment les médecins ne peuvent pas faire grand-chose pour toi. Ouais, c'est ce qui est un peu triste chez nous en Afrique ici, parce que il y a la plupart des malades qui, quand ils constatent peut-être un écoulement ou des boules, elles préfèrent aller se réfugier chez les praticiens qui peut-être n'ont pas l'information et qui n'ont pas le bon traitement. Ils Donc, ne soignent pas le bon mal. Il y a des gens qui partent se faire presser le sein jusqu'à ce que ça devienne des plaies. Et puis après, bon, quand elles partent à l'hôpital, c'est vraiment tard, quoi. Mais les femmes au niveau rural, par exemple, vous touchez souvent les femmes qui sont au village. Est-ce que vous avez souvent des cas qui proviennent directement des femmes qui sont dans les zones un peu arriérées de la capitale? Est-ce que vous êtes déjà sortie de Ouagadougou pour vos activités? Non, malheureusement, non. Enfin, ça fait un an, on comprend. Oui. Normalement, un an, vous marchez d'abord. Oui, mais on n'hésite pas. S'il y a le besoin, on essaie de mobiliser les moyens et on y va. Mais pour l'instant, nous sommes restés à Ouagadougou pour les sensibilisations et dépistages. Et on a une de nos membres qui est un peu dans le centre nord. Elle est un peu notre porte-parole. Comme elle est dans un centre de santé, donc chaque fois qu'elle reçoit une femme, elle parle du cancer du sein, elle parle de l'association et c'est comme ça. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment une bonne cause et c'est bien dommage qu'on ne subventionne pas. Et c'est ça, on a eu ce même cas avec le sida. Le sida est sorti en quelle année? Dans les années 80, si je ne me trompe. Et il a fallu plusieurs années, les années 2000, pour pouvoir transmettre les médicaments gratuitement aux gens. Mais avant ça, combien de gens sont morts du sida? C'est toujours comme ça, on attend toujours médecin après la mort, quoi. Donc je pense que vous devrez profiter pour lancer un appel aux subventionneurs, là, à l'État, tout ça, blablabla, pour essayer de faire quelque chose. Parce que c'est bien beau, mais tout seul, on ne peut pas tout faire. Exactement. C'est vrai, mais on dit que l'union fait la force, c'est ensemble qu'on est plus fort. Il ne faut pas oublier que le sujet du cancer est encore tabou ici. Voilà. Donc, il y a des femmes que tu approches, tu leur demandes de venir à l'association et tout, qui te disent non, je n'ai pas envie d'en parler, je préfère rester dans mon coin et tout ça parce que les gens vont me stigmatiser, ils vont me montrer du doigt. Dès que je passe, on dira que c'est la femme qui a le cancer, elle a un sein et tout ça. Donc, quand c'est comme ça et que chacun reste dans son coin, on ne peut pas porter la voix. Bien, en effet. Donc, justement, c'est vrai que ce tabou-là, je voulais en parler. Est-ce que c'est, quand vous arrivez à une campagne de sensibilisation, est-ce que c'est facile d'amener le sujet? Est-ce que vous arrivez à toucher des personnes qui, dans leur entourage, n'ont pas eu affaire à un cas de cancer du sein? Est-ce que ça arrive? Oui, parce que quand on a une page Facebook et quand on organise une séance de sensibilisation, on fait une affiche qu'on partage. Et il faut dire qu'on le fait gratuitement. Je précise qu'on le fait gratuitement. Et quand l'affiche circule et que les femmes voient c'est gratuit, elles se mobilisent. Et le jour J, il arrive des fois même où on refuse de dépister certaines femmes parce qu'on est pris par le temps. Voilà. Elles viennent et d'abord on fait la séance de sensibilisation avec des images, des chiffres et tout ça. Et c'est après qu'on passe maintenant au dépistage de manière pratique. Donc sans avoir quelqu'un de son entourage,
elles viennent parce qu'elles ont vu le message ou bien elles ont entendu parler et elles viennent. Donc aujourd'hui, on peut dire que, en tout cas, si on se situe dans les villes, on a le sentiment quand même que les gens savent de quoi il est question quand on parle du cancer du sein. Oui, et on a même vu dans le reportage oui, absolument. que voilà, les femmes savaient de quoi elles parlaient. Ouais, même j'étais surprise. Oui. Et on veut que ce soit comme ça de plus en plus, que chaque femme ait l'information. C'est surtout ça l'objectif. Que chaque femme ait l'information de sorte que lorsqu'on remarque un petit changement, et qu'elle sache vers qui aller, qu'elle sache où aller. Mais une chose est d'avoir l'information. Parce que justement, parce qu'on a l'information, qu'on sait ce que c'est, et qu'on ne veut pas avoir affaire à ça, est-ce que souvent on ne décide pas, consciemment ou inconsciemment, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de dire ça ne peut pas être ça, donc ça va. C'est vrai. C'est vrai qu'on se dit ça, non, ça ne peut pas être ça, non, c'est pas moi. Non, mais mieux vaut savoir que de vivre avec, et puis au fond, ça te tue à petit feu. Mieux vaut savoir. C'est le déni, en fait. Justement. Le déni, tu ne veux pas accepter que ça t'arrive. Mais moi, il y a un cas qui, par exemple, en supposant que vous ayez déjà une jeune fille qui a eu le cancer, après son opération et qu'il lui manque peut-être un sein ou deux seins, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une thérapie que vous faites après pour soutenir la personne? Parce que je me dis que ça doit être traumatisant. C'est vrai que l'accompagnement psychologique, voilà, le c'est suivi très important. après, est-ce que ça vous concerne ou bien c'est les médecins qui s'occupent pratiquement de ça ou bien vous avez une cellule qui s'occupe de ça au cas où? Parce que je ne sais pas si à Ouaga même il y a des femmes qui ont subi ces opérations, mais est-ce que vous avez ce genre de cellule-là? Pour le moment, on n'en a pas parce qu'on est à la recherche d'un psychologue qui va gérer ça. Et comme j'ai dit, on fonctionne sur fonds propres et on ne peut pas se permettre de payer les services d'un psychologue. Donc, je profite de votre antenne pour lancer un appel. S'il y a un psychologue qui veut bien nous accompagner. Ou d'elle, parce que quand même, c'est important, parce que quand même, on est à l'université de Ouagadougou, le département de psychologie, il y a quand même pas mal de psychologues qui sont formés. Peut-être que même si c'est sur une base de bénévolat, de stage d'accompagnement pratique, ça peut être important. Parce que quoi qu'on le dise, tu as touché quelque chose de très important. Quand il y a des femmes, peut-être qui ont réussi à vaincre le cancer, mais qui refusent de devenir membres de l'association pour justement que les gens ne le sachent pas, ça démontre du niveau de traumatisme où elles sont. C'est au-delà d'avoir vaincu le mal, elles n'ont pas encore dépassé ça. Elles n'arrivent pas à se positionner en ambassadrice contre ce qu'elles ont réussi à vaincre. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un combat à mener auprès de ces femmes-là. Et pour ça, oui. C'est vrai que nous, quand nous rendons visite aux malades, nous essayons de parler avec les malades pour juste leur monter le moral. Et aussi avec la famille. Mais nous n'avons pas les qualités requises pour le faire. La psychologue, c'est une formation. Voilà, ce qu'elle dit, il est très important. Les psychologues qui suivent cette émission, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Merci. Je pense que le message est passé. On en a reçu. C'est vrai que les psychologues qu'on a reçus, c'était des psychologues du travail. Oui, mais comme je me dis qu'ils sont tous psychologues, donc même si eux ne peuvent pas, peut-être qu'ils peuvent faire lancer le message, faire passer le message à d'autres personnes. Et je reviens encore sur la subvention, c'est important. Non, c'est normal, l'ambassadrice de l'association, on te laisse parler, vas-y. Donc voilà, cherchez, profitez des médias, c'est important, c'est une noble cause en fait. Et moi, ça me fait de la peine de voir que vous tuez à la tâche, à fond propre, je sais ce que c'est, parce que j'ai connu ça et je sais que c'est pas évident. Et il y a des moments où tu veux faire plein de choses, mais que tu es limité financièrement. Oui. Tu veux aider les gens, mais tu ne peux pas. Et donc, je pense que vous devrez, comme je disais, profiter, faites passer les messages. Même nous, on peut être bénévole si vous voulez. Nous, on est là. Voilà. Absolument. On va apprendre. Entièrement et puis, on va vous ça. suivre dans votre combat, dans notre combat, parce qu'il s'agit de toutes les femmes. C'est très important. Ça nous concerne. Vous êtes à féliciter surtout. Merci. C'est très important. On essaie de faire comme on peut, c'est ça. Alors, donc, pour ce mois d'octobre, c'est vrai que ça fait 1 an que vous existez, mais quand on sait que le mois d'octobre est spécifiquement dédié au cancer du sein, est-ce que vous, particulièrement, vous avez fait quelque chose pour ce mois d'octobre-là? Oui.
On a organisé une séance de sensibilisation avec des spécialistes que je vais remercier ici. Il y a eu Dr Karambega et Dr Bagré qui ont accepté de nous accompagner dans ça. Et ça, en fait, c'était au-delà de nos attentes. D'accord. Oui, ça s'est très bien passé. Surtout la phase des questions-réponses. On a senti que les participants attendaient vraiment cette séance-là. Parce que les questions qui sont ressorties, ça veut dire qu'ils ont l'information, ça les intéresse, chacun veut savoir ce qui se passe. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Et après, on a fait une séance d'aérobic. Ah. Quelqu'un a dit qu'il faut faire du sport. On a fait une séance d'aérobic et ce samedi, on organise encore une séance de dépistage gratuit, je précise. Voilà. Vous avez mobilisé plus d'équipes, hein? Parce que si sur Facebook vous refusez du monde, à la télé vous allez encore refuser plus de monde. Ça sera ce samedi 31 octobre au niveau de la clinique des sages-femmes à Paspanga. D'accord, ok. Donc normalement, c'est toute la journée, hein? Oui. Ok. Alors, pourquoi octobre est un mois dédié au cancer du sein? Est-ce que vous avez la réponse? Bon, je n'ai pas vraiment la réponse à ça, mais il faut dire que chaque type de cancer a un mois dédié. Par exemple, le cancer du col de l'utérus, c'était septembre. Et le mois d'octobre, de manière universelle, dans le monde entier, on a décidé que ce soit consacré au cancer du sein. D'accord. En tout cas, nous, on a cherché la réponse. On a un petit élément, regarde. Octobre rose. Dans tous les pays du monde entier, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Initié par l'association Le Ruban Rose et porté par la ville de Paris, Octobre Rose propose plusieurs activités afin d'intensifier l'information et de sensibiliser sur le cancer du sein. Le ruban rose est donc l'emblème fédérateur de la lutte contre la maladie. Alors, depuis 1985, ce premier mois d'automne prend la forme d'une vaste campagne de communication et de dépistage contre le cancer du sein. Cette année, c'est la 27e campagne. À cette occasion, la Tour Eiffel s'illuminera de rose pour accompagner la campagne. C'est également l'occasion de réunir plus de fonds pour aider les chercheurs, les scientifiques et les soignants. Pour l'heure, le dépistage reste le principal moyen de lutte contre la maladie. Et bien voilà, donc depuis 1985, et ça dure comme ça. Ça a commencé aux États-Unis, c'est arrivé en France, et ça a conquis le reste du monde. Bah, c'est normal. Le cancer ne sait pas ce que c'est qu'une frontière, ne sait pas ce que c'est qu'une nationalité, ne sait pas ce que c'est qu'une couleur. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour pouvoir. Et d'ailleurs, le cancer du sein spécifiquement ne sait pas ce que c'est que le genre. C'est ça, tout le monde est concerné. Exactement, tout le monde est concerné. Est-ce que vous pensez arriver justement à faire de la collecte de fonds ou est-ce que vous en faites déjà pour justement soutenir la lutte, ne serait-ce que pour accompagner peut-être celles qui ont été dépistées et qui reviendraient vers vous ou les malades que votre association accompagne? Ce qu'on fait, c'est généralement lors des séances de sensibilisation, on a un box qu'on dépose et c'est de manière volontaire. Celui qui se sent, qui a envie de donner quelque chose pour soutenir l'association le fait. Et aussi, si vous pensez que vous pouvez nous accompagner, vous nous appelez juste ou on vous donne un numéro de mobile money et vous dites je donne telle somme pour soutenir votre association. D'accord, ben, c'est bon, mais on va faire grandir tout ça. Mais, je voulais savoir aussi, habituellement, j'ai remarqué que dans plusieurs associations qui se trouvent en Europe ou ailleurs, ils prennent des ambassadeurs ou des ambassadrices de renom. Donc, moi, je pense aussi que ça serait intelligent ou peut-être même voilà, malin de choisir des artistes ou bien des gens du milieu du sport burkinabé voilà, qui portent ce message-là, qui portent l'image de votre association. Et peut-être même organiser des petits concerts caritatifs, des trucs comme ça. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas pourquoi vous... En fait, non, si. C'est facile de le dire, mais dans la pratique, là, c'est très difficile. Parce que j'ai approché certains artistes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps. Je relance. Non, je n'ai pas le temps, je n'étais pas à Ouaga, je n'ai pas si. J'ai même approché une autre artiste pour demander si on pouvait faire une petite chanson à l'occasion de Octobre Rose. Mais le budget, je ne pouvais pas. L'association ne pouvait pas. On a laissé tomber.
Et lors de notre séance de sensibilisation, c'était le 19 déjà, on a décerné 4 ambassadrices. C'est 4 personnes qui nous soutiennent depuis le début. Et quand vous commencez quelque chose, c'est encore au stade embryonnaire, on vous observe. Qu'est-ce que vous allez faire? Où vous allez avant de vous accompagner? Absolument. Il faut d'abord faire ces preuves pour que les gens viennent associer leur image à ça. Et les 4 ambassadrices qu'on a décernées, c'était Madame Emma Cantiono, qui est DG de Esakan Sola, qui depuis le début nous accompagne. Et il y a la présidente aussi de l'AZOG, l'équipe médicale, qui chaque fois qu'on a besoin de faire une séance de sensibilisation, mobilise les membres de son association pour nous accompagner. Et il y a aussi Madame Zongo Priscille, qui travaille aussi à Esakan, et il y a Madame Carole Keyanfé, qui a une association Second Life, basée en France. Et elle nous a même donné une dizaine de prothèses mammaires qu'on compte offrir à des femmes qui sont dans le besoin. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage dans votre lutte, parce que c'est vrai que vous démarrez, que la cause est noble, que ça vous parle du fond de votre cœur, mais que la route sera longue et qu'il faudra s'armer de courage. J'ai quand même une dernière petite question. Vous avez dit 0 cancer féminin. Et quand on parle de cancer féminin, c'est vrai qu'on parle plus du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, mais il y a également d'autres cancers, notamment le cancer de l'endomètre, le cancer des ovaires. Est-ce que c'est des causes éventuellement que vous comptez mettre dans votre panier? Oui, quand on dit 0 cancer féminin, ça prend en compte tout ça. Mais pour l'instant, comme le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus sont les plus répandus, on a axé nos actions sur ça. Et au fur et à mesure, quand on aura les moyens, on va toucher les autres types de cancers. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup. Un petit message avant qu'on se dise au revoir, quand même, de toutes les deux. Parce que je sais que vous avez quelque chose à dire, il faut que ça sorte. Ok, j'invite tout le monde à notre séance de dépistage ce samedi 31 octobre à la clinique des sages-femmes à Paspanga. Et puis, j'invite tout le monde à rejoindre l'association. N'attendez pas d'être touché, n'attendez pas d'avoir un membre qui est touché. Venez rejoindre l'association, c'est ensemble qu'on est plus fort, c'est ensemble qu'on va porter la voix des malades du cancer au Burkina. D'accord. Moi, j'aimerais lancer un appel aux autorités déjà, de penser aux malades du cancer. Il est très important de nous venir en aide, de venir en aide à tous les malades du cancer. Et nous attendons toujours un centre de radiothérapie à Ouaga, à Bobo et partout au Burkina, parce que vraiment, les malades souffrent. Les malades souffrent. C'est un combat commun. Donc, on attend que vous agissez. Merci. Merci beaucoup les filles. Et on rappelle, parce que le mois d'octobre, il n'est pas encore fini, on a cette dernière semaine. Donc vous pouvez toujours faire quelque chose. Et c'est vrai que le mois d'octobre est consacré au cancer du sein, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusivement en octobre que le cancer sévit ou fait des morts. Donc c'est-à-dire que pendant toute l'année, vous pouvez y penser. C'est vrai que c'est plus facile d'y penser quand on connaît quelqu'un qui a été touché, mais mieux vaut y penser avant pour prévenir et justement n'avoir personne qui lutte contre ce mal-là. Donc c'est très important, on rappelle les chiffres quand même, ça concernera une femme sur 9. Donc une femme sur 9, si je regarde autour de moi, on est 4, c'est vite arrivé 9 femmes. Donc c'est dire que ça concerne tout le monde. Quand on sait en plus qu'on est 3,5 milliards sur cette terre, donc si on fait le ratio très rapidement, on se rend compte du nombre de femmes qui sont ou qui seront potentiellement concernées. Personne ne sait comment ça arrive, mais on sait qu'on peut soutenir la recherche, soutenir les médecins, soutenir les associations, encourager le dépistage pour justement prévenir plutôt que de guérir. Philly, quelque chose à ajouter? Tout a été dit. D'accord. Voilà. Les appels aux autorités, je répète encore. Aidez-nous. Voilà. C'est important. C'est important. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, vous qui avez pris de votre temps pour nous suivre. On espère quand même vous avoir rappelé que c'est important de penser à... C'est vrai que c'est pas joyeux, c'est pas gai, certes, mais ça fait partie de notre vie. Il faut qu'on en parle, il faut lutter contre, il faut contribuer, il faut donner du soi. On dit un grand merci à l'association Zéro Cancer Féminin. Merci
beaucoup de courage. Vous avoir aussi. On espère qu'à la suite de cette émission, ça va aller plus vite et mieux et que vous allez faire plein de dépistages en espérant ne pas trouver beaucoup de cas positifs, faire beaucoup de prises en charge précoces et avoir une tonne de témoignages de où on a été dépisté à temps, on a été guéri, la vie continue, tranquillement. Une dernière chose, vous n'avez pas donné de numéro, non? Si, on va les prendre tout de suite. Non, elles partiront pas sans avoir laissé ça. On vient de trouver une ambassadrice. C'est ça. Vous qui cherchez une ambassadrice, je pense que vous l'avez, là, la première. Enfin, vous les avez, voilà. On est là, ça nous concerne, tranquille. Donc, pour tous ceux qui ont regardé aujourd'hui, peut-être des parents de malades ou même des malades qui se disent, tiens, ça serait important de pouvoir échanger avec des personnes qui traversent la même situation que moi ou qui l'ont traversée, qui peuvent me comprendre, comment ils font pour devenir membre de l'association ou pour vous contacter? Pour devenir membre de l'association, c'est très simple. On a des droits d'adhésion et on a des cotisations mensuelles. D'accord. Voilà, c'est juste ça. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un autour de nous qui a été touché. Si on sent la chose, on y vient. Ok. Donc, comment on vous trouve? On a la page Facebook qui est Association Zéro Cancer Féminin. Et puis, on a aussi les contacts 70 04 74 43. D'accord. Le 70 42 25 01. Alors, on va répéter les numéros doucement parce qu'il y en a qui ont pris un stylo vite fait. Elle avait fini de dire. Donc, on va reprendre tout ça. D'accord. Le 70 04 74 43. 43. Et le 70 42 25 01. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Merci pour ton engagement. Merci à vous. Merci bon pour la courage. passion avec laquelle tu as pris la cause à bras le corps. De Merci rien. pour ce que tu vas faire pour la suite. Inch'Allah. Ça va aller. C'est tout ce que je souhaite. On a foi. Chers téléspectateurs, on se dit à la semaine prochaine. Vous savez, on se retrouvera dans le mois de novembre pour d'autres sujets. D'ici là, faites très attention à vous et n'oubliez pas, nul n'est à l'abri d'un mal. Donc, pourquoi ne pas se sentir concerné, même quand on n'est pas personnellement touché? À la semaine prochaine. Au revoir.